Avez-vous déjà eu l'une de ces journées où tout va de travers? Pour Miranda Olsen, une étudiante en droit de 24 ans jonglant avec ses cours et son travail de serveuse, cette journée était sur le point de redéfinir sa vie entière. Il ne s'agissait pas seulement de renverser un verre ou de recevoir un mauvais pourboire. Il s'agissait d'une rencontre épouvantable dans la salle à manger dorée de l'un des restaurants les plus exclusifs de la ville. Elle a défendu sa dignité face à un homme qui pouvait s'offrir tout le pâté de maison. Et pour cela, elle a été jetée dehors comme un déchet. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Elle se termine par une leçon que les puissants oublient d'eau souvent. La personne que vous écrasez aujourd'hui pourrait bien être celle qui fera s'effondrer tout votre empire demain. L'air d'Aurélia, un restaurant si exclusif qu'il n'avait pas d'enseigne, avait le goût de l'argent. C'était un mélange subtil de cuir vintage, de parfums coûteux et de l'arôme le plus délicat et le plus tentant d'huile de truffe et de Saint-Jacques poêlé. Pour Miranda Olsen, c'était l'odeur de la survie. Chaque verre de vin parfaitement poli, chaque serviette méticuleusement pliée, était un pas vers la fin de ses études de droit et un pas loin des factures médicales écrasantes qui étaient devenues la toile de fond de sa vie. Sa jeune sœur, Zoé, était la raison pour laquelle elle endurait les talons de 15 centimètres, les clients condescendants et le sourire mièvre et hypocrite qu'elle avait perfectionné. Zoé, avec ses yeux lumineux et son esprit trop vif pour n'importe quelle chambre d'hôpital, menait une bataille qui exigeait plus que du courage. Elle exigeait de l'argent, et beaucoup. Alors Miranda servait. Elle souriait et elle étudiait, récitant le droit de la responsabilité civile dans sa tête, tout en décrivant les notes d'un Bordeaux de 1982. Ce soir était différent. Une tension palpable crépitait dans la salle à manger. Monsieur Gérard, le propriétaire, un homme dont la colonne vertébrale semblait être faite de gélatine, se précipitait avec une couche de sueur sur le front. « Il arrive !» avait-il sifflé au personnel plus tôt. « Hubert Callaway, table 7. Un service impeccable où je vous dépouille tous. » Hubert Callaway n'était pas seulement riche, c'était une force de la nature, un magnate de la technologie qui avait grimpé au sommet de la liste Forbes avec une cruauté légendaire. Son entreprise, Callaway Innovations, était un mastodonte, son logo affichait surtout des maisons intelligentes aux drones militaires. Il était connu pour deux choses, son génie et son tempérament. Quand il est arrivé, le restaurant a semblé retenir son souffle. Il était beau d'une manière sévère et sculptée, avec des yeux de la couleur d'un ciel d'hiver et une mâchoire qui semblait taillée dans le granit. Il était avec une blonde svelte, Bridget, qui ressemblait moins à une compagne qu'à un accessoire. Miranda a été assignée à sa table. « Respire », se dit-elle, le cœur tambourinant contre ses côtes. « Ce n'est qu'un homme. » Mais il ne l'était pas. Dès l'instant où elle s'est approchée, Callaway ne l'a pas traitée comme une personne, mais comme une fonction. Il ne l'a pas regardée, faisant claquer ses doigts pour de l'eau. Il a critiqué sa description des plats du jour d'un geste dédaigneux de la main. « Apportez-moi juste le wagyu saignant et une bouteille du Pétrus, le neuf », a-t-il dit sans même jeter un coup d'œil à la carte des vins, un geste de pouvoir conçu pour intimider. Miranda a gardé son calme, ses années de pratique prenant le relais. « Un excellent choix, monsieur », a-t-elle dit, sa voix égale et professionnelle. La soirée s'est déroulée, une marche sur la corde raide d'un service à haut risque. Miranda se déplaçait avec la grâce d'une danseuse, anticipant chaque besoin, son sourire ne faiblissant jamais. Elle a rempli le verre d'eau de Bridget, a débarrassé les assiettes avec une efficacité silencieuse et s'est assurée que leur expérience soit, comme l'exigeait M. Gérard, impeccable. L'étincelle qui a allumé la mèche était incroyablement petite. Alors que Miranda versait à Callaway un verre de la bouteille de vin hideusement chère, un plongeur qui passait en courant a bousculé son bras. Ce n'était qu'une petite bousculade, mais quelques gouttes de liquide cramoisi valant plus que le salaire de tout son service ont éclaboussé la nappe blanche immaculée près de la main de Callaway. La mortification a submergé Miranda. « Mes plus sincères excuses, monsieur », a-t-elle commencé en tamponnant la tache avec une serviette propre. « Je suis vraiment désolé. » Callaway, qui était absorbé par son téléphone, a levé les yeux. Ses yeux glacés n'ont pas regardé la tâche. Ils se sont fixés directement sur les siens. Un sourire lent et cruel a joué sur ses lèvres. « Désolé », a-t-il dit, sa voix d'une douceur trompeuse. « Vous êtes désolé. » Il a pris son propre verre, faisant tournoyer le contenu. « Vous, les gens, vous trébuchez dans la vie, laissant une traînée d'incompétence.
Et tout ce que vous avez à offrir, c'est désolé. Bridget s'est déplacée inconfortablement. Hubert, c'était un accident. Tais-toi, a-t-il claqué, son regard toujours rivé sur Miranda. Dites-moi, quel est votre nom? Miranda, monsieur. Miranda, a-t-il répété, savourant le nom comme s'il s'agissait de quelque chose de nauséabond. Vous savez quel est votre problème, Miranda? Vous manquez d'attention aux détails. C'est le fléau de votre génération. Vous voulez la récompense sans l'effort. Il s'est penché en avant, sa voix tombant à un murmure venimeux. Je parie que vous êtes l'une de ces personnes qui pensent que le monde leur doit quelque chose. Une petite artiste peut-être, ou une étudiante qui gaspille l'argent de ses parents pour un diplôme inutile en communication, tout en renversant du vin sur des gens qui contribuent réellement à la société. Chaque mot était un coup calculé, conçu pour humilier. Miranda a senti le sang quitter son visage. Mais ensuite, quelque chose d'autre s'est élevé à la place. Une colère froide et dure. Il ne l'avait pas seulement insultée. Il avait insulté sa lutte, le sacrifice même qu'elle faisait pour Zoé. L'image de sa sœur, pâle et souriante dans son lit d'hôpital, a traversé son esprit. Et Miranda Olsen, la serveuse soumise, a disparu. À sa place se tenait Miranda Olsen, future avocate. Elle a redressé sa colonne vertébrale, non plus courbée par l'excuse, mais rigide par la défiance. Elle l'a regardé droit dans les yeux, son sourire professionnel disparu, remplacé par un calme inébranlable. « Monsieur », a-t-elle dit, sa voix basse mais claire, résonnant avec une autorité qui a sidéré la table dans le silence. « Mon attention aux détails est la seule raison pour laquelle votre verre d'eau est resté plein, votre table débarrassée et chaque besoin satisfait pendant la dernière heure et demie, malgré votre impolitesse continue. Mon diplôme inutile, comme vous l'appelez, est en droit, et il m'apprend que la dignité n'est pas déterminée par la taille du compte en banque. » Elle a fait une pause, laissant les mots planer dans l'air soudainement silencieux. « Le déversement était un accident pour lequel je me suis excusé. Votre comportement, cependant, est un choix, et c'est un mauvais choix. » Le silence qui a suivi a été absolu. La mâchoire de Bridget était au sol. Le visage de Callaway, pour la première fois, a exprimé une émotion autre que l'arrogance, une fureur pure et non diluée. Ses traits se sont durcis et une veine a pulsé sur sa tempe. Personne ne lui avait jamais parlé comme ça. Il a repoussé sa chaise, les pieds frottant violemment contre le sol. « Gérard !» a-t-il rugi, sa voix résonnant dans la salle à manger opulente. Les têtes se sont tournées à chaque table. Monsieur Gérard était là en un éclair, son visage un masque de terreur. « Monsieur Callaway, est-ce que tout va bien ?»« Non, tout ne va pas bien, » a grogné Callaway, pointant un doigt tremblant vers Miranda. « Cette petite insolente, elle vient de m'insulter en face. » Les yeux de Gérard, écarquillés par la panique, se sont tournés vers Miranda. « Miranda, excusez-vous auprès de Monsieur Callaway sur le champ. » Mais Miranda a tenu bon. « Je n'ai rien à me reprocher. J'ai énoncé des faits. » C'était tout, le coup de grâce. Pour un homme comme Callaway, la réputation était pire que l'offense initiale. C'était un défi à son autorité absolue. « Vous entendez ça ?» a dit Callaway à Gérard, sa voix dangereusement basse. « Renvoie-la tout de suite, ou non seulement je ne remettrai jamais les pieds dans cet établissement, mais je veillerai personnellement à ce que chaque personne que je connais boycotte cet endroit jusqu'à la faillite. Je vais vous détruire. » Ce n'était pas une menace en l'air, c'était une promesse. Monsieur Gérard a regardé Miranda, ses yeux suppliants. « Miranda, s'il vous plaît. »« Non » a-t-elle dit doucement, son regard fixé sur Callaway. Le visage de Gérard s'est froissé. Il s'est tourné vers elle, sa voix à peine un murmure, épaisse d'un mélange pathétique de peur et de colère. « Vous êtes virée, Miranda. Prenez vos affaires. Partez maintenant. » L'humiliation, chaude et vive, a finalement percé à travers sa colère. Elle a s'était virée devant tout le restaurant pour s'être défendue. Elle pouvait sentir les regards des autres clients, un mélange de pitié et de curiosité morbide. Elle a regardé Callaway une dernière fois. Il souriait d'un air cruel et triomphant. Il avait gagné. Il avait écrasé l'insecte qui osait bourdonner en sa présence. Sans un mot de plus, Miranda s'est retournée et s'est éloignée. Elle n'a pas couru. Elle a marché la tête haute, passant devant les chuchotements et les regards fixes, ses pas résonnant dans la pièce caverneuse.
Elle est sortie d'Aurélia, de l'odeur de l'argent et des truffes, et dans l'air frais de la nuit, le poids des factures médicales de sa sœur, de son emploi perdu et d'un sentiment brûlant d'injustice pesant sur ses épaules. Le milliardaire avait gagné la bataille, mais alors que les lumières de la ville se brouillaient à travers ses larmes, Miranda Olsen a fait un vœu. La guerre ne faisait que commencer. Le chemin du retour a été un flou de lampadaires et de honte. Chaque pas sur le trottoir fissuré ressemblait à un coup. Les murs de sa vie soigneusement construits, serveuse la nuit, étudiante le jour, soignante, toujours, avaient été détruits par le marteau de l'ego d'un seul homme. Lorsqu'elle a finalement atteint son petit appartement au 3e étage, l'appartement ressemblait moins à un sanctuaire qu'à une cellule. La pile de livres de droit sur son bureau semblait se moquer d'elle. À quoi bon apprendre la loi si on ne peut même pas se protéger? Elle s'est effondrée sur son canapé bosselé. La clé de son casier a Aurélia toujours serrée dans sa main. Elle était froide et lourde, une relique d'une vie qui s'était terminée il y a 2 heures. La première personne qu'elle voulait appeler était Zoé, mais elle ne pouvait pas. Elle ne pouvait pas laisser sa sœur entendre la défaite dans sa voix. Zoé avait besoin qu'elle soit forte. Alors Miranda a fait la seule chose qu'elle pouvait. Elle s'est laissée pleurer. Elle a pleuré pour l'emploi dont elle avait besoin, pour l'injustice de tout cela, pour le sentiment d'impuissance suffocant qu'elle ressentait. Elle a pleuré jusqu'à ce qu'il ne reste plus de larmes, ne laissant qu'une douleur creuse dans sa poitrine et une rage froide et latente dans ses tripes. C'est dans cet espace creux qu'une nouvelle pensée a commencé à se former. Elle a commencé comme un murmure, une ligne de son manuel de droit du travail. Elle s'est redressée, essuyant ses yeux, et s'est dirigée vers le bureau. Elle a feuilleté l'épais volume, ses doigts traçant les mots sur la page. Licenciement abusif, environnement de travail hostile, représailles. Monsieur Gérard ne l'avait pas seulement licencié, il l'avait licencié à la demande publique et humiliante d'un client, en conséquence directe de son refus d'endurer des abus verbaux. Callaway avait créé un environnement hostile et Gérard, en la licenciant pour l'apaiser, avait agi en conséquence. Était-ce une chance infime? Oui. Sa parole serait-elle contre celle d'un milliardaire? Absolument. Mais c'était quelque chose. Son esprit s'est emballé. Vers qui pourrait-elle se tourner? Elle était une étudiante. Elle ne pouvait pas se permettre un avocat. Puis un nom lui est venu. La professeure Anna Sharma. La professeure Sharma était à la tête de la clinique d'aide juridique de l'université et sa professeure de procédure civile avancée. C'était une femme brillante et redoutable dans la quarantaine, réputée pour être aussi dure que juste. Elle avait un mépris particulier pour les tyrans d'entreprise et avait passé une fois une conférence entière à disséquer un cas où une méga-entreprise avait été mise à genoux par un seul plaignant déterminé. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une plainte bien rédigée, avait-elle dit, ses yeux sombres balayant l'amphithéâtre. C'est le grand égalisateur. Avec une montée d'adrénaline qui a écarté son épuisement, Miranda a ouvert son ordinateur portable. Ses doigts ont volé sur le clavier, racontant toute l'histoire dans un email à la professeure Sharma. Elle a détaillé chaque ricanement de Callaway, chaque mot de leur échange final, la soumission paniquée de Gérard et l'humiliation finale écrasante. Elle a cliqué sur envoyer juste après 2 heures du matin, son cœur battant d'un mélange de terreur et d'espoir. Elle ne s'attendait pas à une réponse avant le matin, si tant est qu'il y en ait une. Son téléphone a vibré moins de 10 minutes plus tard. De Anna Sharma, objet, question juridique urgente. Miranda Olsen, message, mon bureau, 8 heures du matin. Ne soyez pas en retard. Miranda a fixé l'écran, une nouvelle vague de larmes montant dans ses yeux. Cette fois, ce n'était pas des larmes de désespoir. Le lendemain matin, Miranda est entrée dans la clinique d'aide juridique, l'air d'avoir traversé une guerre. Elle n'avait pas dormi et ses yeux étaient gonflés, mais elle portait sa blouse la plus professionnelle et tenait un cahier rempli de notes méticuleusement écrites. Le bureau de la professeure Sharma était propre et fonctionnel, tapissé de livres sur le droit et la justice sociale. Sharma elle-même était assise derrière un grand bureau en chêne, une tasse de thé fumante à la main. Elle a fait un geste vers la chaise en face d'elle. « Asseyez-vous », a-t-elle dit, d'un ton neutre. « Racontez-moi tout. N'omettez rien. » Miranda a raconté l'histoire à nouveau, sa voix plus posée cette fois. Sharma a écouté sans interruption, son expression illisible. Elle n'a pas offert de sympathie ou d'indignation.
Elle a juste écouté. Ses doigts étaient en steeple, son regard vif ne quittant jamais le visage de Miranda. Lorsque Miranda a eu terminé, la professeure est restée silencieuse pendant un long moment. L'estomac de Miranda s'est tordu en un nœud. Peut-être que c'était une erreur. Peut-être qu'on lui dirait de passer à autre chose. Que c'était une cause perdue. Hubert Callaway, a finalement dit Sharma, sa voix un murmure bas. Elle a pivoté sur sa chaise et a tapé son nom sur son ordinateur. Son conseil principal est le cabinet Cromwell, Dane et associés. Leonard Cromwell lui-même, j'imagine. Ce sont des requins. Ils dévorent des cas comme celui-ci au petit déjeuner. Le cœur de Miranda a sombré. Monsieur Gérard, a poursuivi Sharma, est le propriétaire d'Aurelia LLC. J'ai examiné ses dossiers d'entreprise. Le restaurant est de son seul actif majeur. Il est endetté jusqu'au cou. Elle s'est retournée pour faire face à Miranda. Il est vulnérable. Callaway ne l'est pas. Alors c'est sans espoir? A murmuré Miranda. La professeure Sharma a pris une lente gorgée de son thé. Un scintillement de quelque chose, une lueur de défi est apparue dans ses yeux. Sans espoir, mademoiselle Olsen? Sans espoir est un mot utilisé par ceux qui ont déjà perdu. La loi est une arme. La question est de savoir si vous avez le courage de la manier. Ce ne sera pas facile. Ils essaieront de vous enterrer. Ils fouilleront dans votre vie, votre famille, vos finances. Ils essaieront de vous dépeindre comme une employée mécontente et incompétente cherchant à faire fortune. Êtes-vous prête pour cela? Miranda a pensé à Zoé. Elle a pensé au visage suffisant et triomphant de Callaway. Oui, a-t-elle dit, sa voix ferme. Je le suis. Un petit sourire, presque imperceptible, a effleuré les lèvres de la professeure Sharma. Bien, car il ne s'agit plus seulement de votre licenciement abusif. Les actions de Callaway et la soumission lâche de Gérard pointent vers un schéma. Les tyrans comme Callaway n'agissent pas seulement une fois. Les restaurants qui cèdent à ce genre de pression coupent souvent les coins ronds ailleurs. Elle s'est penchée en avant, sa voix baissant de manière conspiratrice. Nous n'allons pas seulement intenter une action en justice pour licenciement abusif. Nous allons faire une pêche au gros. Nous allons assigner les dossiers des employés, les feuilles de paie et les fiches de pourboire. J'ai le sentiment, mademoiselle Olsen, que le restaurant impeccable de monsieur Gérard pourrait avoir des pratiques de travail très imparfaites. Et si nous pouvons prouver un schéma de vol de salaire ou de répartition illégale des pourboires, cela devient un problème beaucoup plus important pour lui. Un problème assez grand pour qu'il soit prêt à témoigner contre l'homme qui l'a mis dans cette position. Miranda a senti un frisson la parcourir. C'était au-delà de tout ce qu'elle avait imaginé. Ce n'était pas seulement une vengeance. C'était une stratégie. C'était la loi en action. La clinique vous représentera pro bono, a dit Sharma, se levant. Je m'occuperai moi-même des dépôts de plainte. Votre travail est double. Premièrement, écrivez chaque détail dont vous vous souvenez sur votre emploi. Chaque fermeture tardive, chaque conversation sur les pourboires, le nom de chaque collègue. Deuxièmement, je dois que vous compreniez qu'à partir de maintenant, vous n'êtes plus seulement une victime. Vous êtes une plaignante. Vous êtes le moteur de cette affaire. C'est votre courage qui l'amènera à terme. Elle a marché jusqu'à la porte et l'a ouverte. Maintenant, allez vous reposer. Je vais rédiger une lettre de mise en demeure à monsieur Gérard. Ça devrait donner un goût d'acide de batterie à son café du matin. D'ici cet après-midi, lui et monsieur Callaway connaîtront à nouveau votre nom. Mais cette fois, ce ne sera pas comme celui d'une serveuse qu'ils peuvent jeter. Ce sera comme l'adversaire qu'ils n'ont jamais vu venir. Miranda est sortie du bureau et est entrée dans le couloir, le poids sur ses épaules se sentant plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. La honte était partie, remplacée par une détermination d'acier. La professeure Sharma avait raison. Elle n'était plus seulement une serveuse licenciée. Elle était une plaignante. Et le combat ne faisait que commencer. Le lendemain après-midi, David Gérard était dans son bureau à Aurelia, essayant de calmer ses nerfs à vif avec un verre de scotch. L'incident de Callaway l'avait secoué. Il avait sacrifié une employée décente, oui, mais il avait sauvé son entreprise. Hubert Callaway était un faiseur de roi dans cette ville, et son mécénat valait plus qu'une douzaine de serveuses. Gérard a justifié ses actions comme une décision commerciale pragmatique, une pilule amère qu'il a dû avaler. Il commençait à peine à y croire lorsque son hôtesse a frappé et est entrée, tenant une enveloppe impeccable avec un air inquiet. « Ça vient d'être livré par un coursier, monsieur. »
Gérard, pour vous personnellement. Gérard a pris l'enveloppe. Elle était lourde, faite d'un papier épais et coûteux. L'adresse de l'expéditeur était celle de la clinique juridique Sharma et Associés. Il l'a déchirée, les sourcils froncés. En lisant, la couleur a quitté son visage. Le verre de scotch a glissé de ses doigts tremblants et s'est brisé sur le sol, le liquide ambré s'imprégnant dans le tapis moelleux. La lettre était polie, professionnelle et absolument terrifiante. Elle détaillait en un langage juridique précis les événements de l'autre nuit. Elle citait des lois du travail spécifiques de l'État et fédérales concernant le licenciement abusif, les représailles et la création d'un environnement de travail hostile. Mais elle ne s'arrêtait pas là. La lettre demandait formellement la préservation de tous les documents relatifs à l'emploi de Miranda Olsen, ainsi que de tous les registres de paie, les fiches horaires et les registres de distribution de pourboires pour tous les employés des 3 dernières années. Elle concluait en déclarant que si un règlement satisfaisant n'était pas atteint dans les 10 jours ouvrables, une action en justice serait intentée contre Aurelia LLC et qu'il chercherait à obtenir des informations concernant toutes les interactions avec M. Hubert Callaway, qui aurait pu influencer les décisions de la direction. Le sang de Gérard s'est glacé, les registres de distribution de pourboires. Pendant des années, il avait prélevé une petite commission administrative sur le total des pourboires des serveurs, une pratique qu'il savait juridiquement douteuse au mieux. Ce n'était pas grand-chose, mais avec le temps, cela s'additionnait. C'était un secret honteux qu'il pensait être bien enfoui. Cette action en justice menaçait de le déterrer. Paniqué, il a attrapé son téléphone et a composé le seul numéro qu'il ne voulait pas appeler, mais qu'il devait. L'assistante personnelle d'Hubert Callaway. Il doit savoir, a murmuré Gérard pour lui-même, la sueur perlant sur son front. C'est lui qui a causé ça, il doit le réparer. À des kilomètres de là, dans une tour de verre qui grattait le ciel, Hubert Callaway présidait une réunion de conseil. Il était dans son élément, disséquant les rapports trimestriels avec une précision chirurgicale, sa voix coupant l'air vicié de la salle de conférence. Son téléphone, tenu par son assistante dans l'antichambre, a vibré avec l'appel de Gérard. Lorsque la réunion a pris fin, son assistant, un jeune homme nerveux nommé Paul, s'est approché de lui avec prudence. Monsieur Gérard du restaurant Aurelia a appelé. Il a dit que c'était une urgence. » Callaway a soupiré, agacé. « Qu'est-ce qu'il y a encore? La plongeuse est en panne. » « Il a reçu une notification légale, monsieur. Elle concerne la serveuse de l'autre soir, une mademoiselle Miranda Olsen. Monsieur Gérard a transmis une copie. » Paul a tendu une tablette affichant la lettre de la professeure Sharma. Callaway a arraché la tablette. Il a lu la lettre, son expression passant de l'irritation à l'incrédulité, puis à un amusement sombre et latent. Une étudiante en droit, une clinique d'aide juridique. Il le menaçait. L'audace pure était presque comique. « Mettez-moi Léonard Cromwell en ligne », a dit Callaway, un sourire dangereux jouant sur ses lèvres. « Dites-lui que j'ai un problème de parasite qui doit être désinfecté. » Dans l'heure qui a suivi, Callaway était en conférence téléphonique avec Léonard Cromwell, un titan juridique de 60 ans, dont les costumes sur mesure coûtaient plus cher que les frais de scolarité de Miranda. « Et elle prétend un environnement de travail hostile ?» Harry Cromwell, sa voix un grondement rauque. « C'est une poursuite en dérangement, Hubert. Un chantage. Nous allons déposer une requête en non-lieu, les enterrer sous la paperasse. Cette professeure Sharma, je la connais, une idéaliste au cœur saignant. Elle n'est pas de taille face à nos ressources. » « Je ne veux pas que ce soit classé, Léonard, » a dit Callaway, sa voix froide. « Je veux qu'elle soit écrasée. Je veux que cette étudiante et sa professeure idéaliste regrettent le jour où elles ont appris à épeler mon nom. Des contre-poursuites, pour diffamation, pour ingérence illicite, tout ce que vous pouvez imaginer. Faites d'elle un exemple. » « Cela pourrait devenir coûteux et bruyant, » a prévenu Cromwell. « Cela attirera la presse. »« Tant mieux, » a claqué Callaway. « Laissez la presse voir ce qui se passe quand une personne insignifiante essaie de s'en prendre à moi. Enterrez-les. »« À votre guise, Hubert, » a dit Cromwell, le bruit d'un prédateur sentant une proie à tuer dans sa voix. « Considérez-les comme enterrés. » De retour à la clinique d'aide juridique, la contre-attaque est venue plus vite que même Sharma ne l'avait prévu. Un paquet redoutable est arrivé du cabinet Cromwell, Dane et associés. Il contenait un rejet cinglant de leur offre de règlement.
Une menace de sanction pour avoir intenté une poursuite frivole et un avis de contre-poursuite contre Miranda pour diffamation, cherchant des dommages et intérêts qui mettraient sa famille en faillite pour des générations. Miranda a fixé les documents, le jargon juridique et les chiffres stupéfiants nageant devant ses yeux. L'espoir qu'elle avait ressenti était étouffé par une terreur pure. « Ils me poursuivent », a-t-elle murmuré, sa voix tremblante. « C'est une stratégie classique », a dit Sharma calmement, bien que ses yeux soient durs. La poursuite stratégique contre la participation publique, ou slap suite. Elle est conçue pour intimider et faire taire les critiques en les submergeant de frais juridiques. Ils pensent que nous allons avoir peur et abandonner l'affaire. « Devrions-nous » a demandé Miranda, le poids de la menace pesant sur elle. « Absolument pas », a dit Sharma, sa voix résonnant de conviction. « C'est un cadeau. Cromwell est arrogant. Il pense qu'il peut nous intimider pour que nous quittions le tribunal, mais dans sa hâte d'intimider, il nous a ouvert la porte. » Elle a tapoté les papiers de la contre-poursuite. « Pour vous défendre contre une plainte en diffamation, nous avons maintenant le droit de faire des enquêtes pour prouver que vos déclarations étaient en fait vraies. Nous pouvons interroger toute personne qui était là. Nous pouvons assigner des documents. Il vient de nous donner la justification pour creuser encore plus loin dans le monde de Callaway. » Le regard de Sharma s'est tourné vers la liste des collègues que Miranda avait dressée. Il est temps de trouver un témoin amical, quelqu'un qui a vu ce qui s'est passé, quelqu'un qui est au courant de la comptabilité créative de Gérard. Son doigt s'est posé sur un nom. Léo Kendrick. Vous avez dit qu'il était un ami. Oui, a dit Miranda, mais il est timide, il a une famille. Il était terrifié ce soir-là. La peur est un puissant facteur de motivation, a dit Sharma. Mais le fait de faire ce qui est juste l'est aussi, tout comme la perspective de récupérer des années de salaire volé. Organisons une réunion avec M. Kendrick. Non officielle, bien sûr. La réunion a eu lieu dans un café tranquille, loin d'Aurélia. Léo Kendrick était un paquet de nerfs, regardant constamment par-dessus son épaule. Il a écouté pendant que Sharma expliquait la situation, sa main tremblante alors qu'il remuait son café. « Je ne peux pas, a-t-il dit, finalement, sa voix basse. Gérard me virerait. Callaway, mec, vous ne savez pas ce que des gars comme ça peuvent faire. Si, nous le savons, a dit Sharma doucement. C'est pour ça que nous nous défendons. Miranda a été virée pour s'être défendue. Vos salaires et ceux du reste du personnel sont illégalement saisis. Gérard n'a de pouvoir sur vous que parce que vous êtes divisés. Si vous êtes unis, vous avez le pouvoir. C'est ma parole contre la leur, a murmuré Léo. Pas seulement la vôtre, a rétorqué Sharma. Votre témoignage combiné au registre de paix que nous allons obtenir sera accablant pour Gérard. Il sera confronté à sa propre bataille juridique. Vous seriez un témoin dans une action en justice, protégé par la loi contre les représailles. Elle a glissé un morceau de papier sur la table. C'était un calcul préliminaire du montant que Gérard avait probablement prélevé sur ses pourboires au cours des 3 dernières années. C'est ce qu'il vous a volé. Nous pouvons le récupérer pour vous et pour tous les autres. Léo a fixé le chiffre. C'était assez pour un acompte sur une maison. Assez pour donner à ses enfants les choses qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Il a regardé Miranda, son visage fatigué mais déterminé. Il s'est souvenu du sentiment nauséeux dans son estomac alors qu'il la regardait se faire virer. Comment il était resté sans rien faire. Il a pris une profonde inspiration, sa décision prise. « D'accord, a-t-il dit, sa voix tremblante mais ferme. De quoi avez-vous besoin que je fasse ?» Anna Sharma a souri. La première fissure dans la forteresse était apparue. Ils avaient maintenant un homme à l'intérieur. La pêche au gros était sur le point de commencer pour de bon, et ils n'avaient aucune idée de l'ampleur du monstre qui se cachait dans les profondeurs. Le processus de recherche d'informations a été une guerre d'usure. Le cabinet de Cromwell a déversé des milliers de pages de documents sur la petite clinique de Sharma, la plupart d'entre eux non pertinents, une tactique conçue pour épuiser leurs ressources limitées. Mais Sharma et son équipe d'étudiants dévoués, avec Miranda à l'avant-garde, étaient implacables. Ils ont travaillé tard dans la nuit, alimentés par le café et un sentiment partagé d'objectifs, passant au crible chaque morceau de papier. Le témoignage de Léo avait été la clé. Armé de ces allégations spécifiques concernant la commission administrative, Sharma a pu déposer une requête pour contraindre Gérard
à produire les fiches de pourboire non expurgées et les registres financiers internes. Cromwell a combattu la requête, mais le juge, voyant la preuve évidente présentée dans l'affidavit sous serment de Léo, a accordé la requête. Lorsque les documents sont arrivés, c'était la preuve irréfutable. Le stratagème de Gérard a été mis à nu, noir sur blanc, un prélèvement illégal systématique de près de 15% des pourboires durement gagnés par son personnel. Le cas contre Aurélia était désormais béton. Gérard était piégé. Mais Sharma ne se concentrait pas seulement sur Gérard. La contre-poursuite contre Miranda lui a donné le droit d'enquêter sur Hubert Callaway. Alors qu'une équipe d'étudiants construisait le dossier de vol de salaire, Sharma a assigné une autre équipe plus petite à une tâche différente, une plongée profonde dans Callaway Innovation. « Je me fiche de ces cours de bourse ou de ces lancements de produits », leur a-t-elle ordonné. « Je veux savoir où les corps sont enterrés. Chercher des amendes réglementaires, des plaintes environnementales, d'anciens cadres mécontents, des poursuites judiciaires scellées. Un homme avec un ego aussi fragile a généralement des secrets qu'il protège. » Miranda s'est jetée dans la recherche. C'était une distraction bienvenue du stress de la poursuite et de sa situation financière précaire. Elle a passé des heures dans la base de données de la bibliothèque de droit, croisant des articles de presse, des documents judiciaires et des rapports de l'EPA. Pendant des semaines, elle n'a rien trouvé d'autre que les manœuvres habituelles des entreprises. Des poursuites mineures sur le lieu de travail, réglées à l'amiable, des efforts de lobbying prévisibles. L'armure de l'entreprise de Callaway était polie et épaisse. Puis elle a trouvé une note de bas de page dans un journal de droit de l'environnement obscur. Elle mentionnait une série de petites manifestations persistantes, il y a quelques années, près d'une usine de fabrication de micropuces de Callaway Innovations. L'article était bref, écartant les manifestations comme un activisme local non fondé, mais il listait l'emplacement de l'usine. Oak Creek. Miranda s'est figée, son sang se transformant en glace, son souffle coupé dans sa gorge. Oak Creek était sa ville natale. C'était une petite ville oubliée dans la ceinture de la rouille, le genre d'endroit que les gens quittent, mais dont ils ne s'échappent jamais vraiment. C'est là qu'elle avait grandi, où ses parents vivaient encore. C'est là que Zoé était tombée malade. La maladie de Zoé, une forme rare et agressive de leucémie, n'était pas un cas isolé. Au cours de la dernière décennie, Oak Creek était devenu un foyer de cancer. Des dizaines de personnes, dont beaucoup d'enfants, qui avaient joué dans les mêmes ruisseaux et parcs que Miranda et Zoé, avaient été diagnostiqués avec des cancers rares similaires. La communauté était dévastée, mais ils n'avaient pas de réponse. Les médecins l'appelaient une anomalie statistique, une tragique coïncidence. Les habitants soupçonnaient autre chose. Ils soupçonnaient l'eau, l'air, le sol, mais ils ne pouvaient jamais le prouver. C'était une ville pauvre, sans ressources pour combattre un ennemi invisible et sans visage. Maintenant, cet ennemi avait un visage et un nom, Hubert Callaway. Ses mains tremblant, Miranda a commencé à creuser avec une nouvelle urgence terrifiante. Ce n'était plus de la théorie, c'était personnel. Elle a recherché Callaway Innovations et Oak Creek. Elle a trouvé des archives de nouvelles locales, des messages de forums de citoyens inquiets et des procès-verbaux de réunions du conseil municipal. Un schéma a émergé. L'usine de Callaway avait ouvert il y a 15 ans, saluée comme un sauveur économique pour la ville en difficulté. Environ 5 ans après son ouverture, les premières maladies étranges ont commencé à apparaître. L'entreprise utilisait une variété de solvants industriels puissants et d'agents chimiques dans son processus de fabrication. Ils avaient toujours prétendu respecter et même dépasser les normes de l'EPA. Mais Miranda a trouvé une mention d'une poursuite scellée déposée par un ancien responsable de la sécurité de l'usine il y a 8 ans. L'affaire a été abandonnée brusquement et le responsable avait signé un accord de non-divulgation strict. Puis elle a trouvé une carte d'études géologiques. L'usine de Callaway était située directement en amont de la principale nappe aquifère de la ville. Tout ruissellement chimique ou fuite irait directement dans l'approvisionnement en eau. Elle a examiné la chronologie de la maladie de Zoé. Ses symptômes avaient commencé il y a 7 ans. Tout correspondait. Le moment, l'emplacement, le secret. C'était un puzzle horrible et déchirant. Et la dernière pièce venait de s'emboîter. L'homme qui l'avait humilié, qui l'avait fait virer pour quelques gouttes de vin,
était très probablement le même homme dont l'entreprise avait empoisonné sa sœur. La prise de conscience l'a frappée avec la force d'un coup physique. Elle a reculé de l'ordinateur, haletant pour de l'air, une vague de nausées et de rage brûlante la submergeant. La poursuite, son emploi, sa fierté, tout semblait si insignifiant maintenant. C'était tellement plus grand. Il s'agissait de justice pour Zoé, pour les enfants d'Oak Creek, pour une communauté entière qui avait été traitée comme des dommages collatéraux dans la quête incessante de profit de Callaway. Elle a couru au bureau de la professeure Sharma, serrant une poignée de documents imprimés, son visage pâle et strié de larmes. Elle a fait irruption dans la porte sans frapper. Un professeur, a-t-elle haleté, sa voix étranglée par l'émotion. J'ai trouvé, je sais ce qu'il cache. Sharma a levé les yeux, surprise par l'état de Miranda. Miranda a claqué les papiers sur le bureau. L'usine de Callaway dans ma ville natale. C'est ma sœur Zoé. C'est tous eux. Il a fait ça. Les yeux de Sharma ont scanné les documents, son expression passant de la confusion au choc, puis à une intensité froide et concentrée. Elle a lu sur le foyer de cancer, a vu la carte de la nappe aquifère et a compris les horribles implications de la poursuite scellée. Elle a levé les yeux vers Miranda, voyant non seulement une étudiante ou une cliente, mais une jeune femme debout à l'épicentre d'une injustice monstrueuse. « Miranda !» a dit Sharma, sa voix douce mais ferme, coupant à travers la panique. « Prenez une grande inspiration. Nous devons être intelligentes à ce sujet. » Elle s'est levée et a commencé à faire les 100 pas dans le bureau, son esprit travaillant déjà, formulant une nouvelle stratégie. Cela change tout. La poursuite pour licenciement abusif n'est plus l'événement principal. C'est le levier. Ses yeux se sont plissés. Cromwell pense qu'il se bat contre une affaire futile pour les sentiments blessés d'une serveuse. Il n'a aucune idée de ce qui s'en vient. Nous n'allons pas seulement gagner votre affaire, Miranda. Nous allons l'exposer. Nous allons obtenir justice pour Oak Creek. Les lignes de bataille avaient été redessinées. Il ne s'agissait plus d'un seul incident dans un restaurant chic. Il s'agissait d'une guerre qui faisait rage en silence depuis plus d'une décennie. Et Miranda Olsen, la serveuse licenciée d'Oak Creek, menait maintenant la charge. La découverte de la connexion d'Oak Creek a transformé la clinique juridique en un centre de commandement pour une guerre sur deux fronts. Sur un front, ils ont continué à faire pression sur M. Gérard. Sur l'autre, ils ont commencé une opération clandestine pour monter un dossier contre Callaway Innovations. Anna Sharma a pris une décision calculée. Il ne pouvait pas introduire directement la preuve d'Oak Creek dans la poursuite actuelle. Elle serait jugée non pertinente pour la plainte pour licenciement abusif et rejetée. L'information était leur atout caché, à jouer au moment parfait. Leur stratégie publique est restée axée sur le restaurant. Sharma a programmé une déposition pour David Gérard. Son avocat, un petit avocat local, clairement dépassé, lui a conseillé de répondre à chaque question de manière véridique mais minimale. Ce fut un désastre pour eux. Dans une salle de conférence stérile sous les dures lumières fluorescentes, Sharma l'a démantelée. Elle a été chirurgicale. « Monsieur Gérard, pouvez-vous confirmer que la politique d'Aurélia est de mettre en commun tous les pourboires et de les distribuer au personnel ?»« Oui. » »« Et sur ce total, vous déduisez une commission administrative de 15% avant la distribution. » »« C'est exact ?» Gérard se tortillait. « Nous retenons des frais pour les coûts opérationnels, les bris, les uniformes. Ces frais sont-ils divulgués par écrit à vos employés lors de leur embauche ? Monsieur Gérard, c'est une entente verbale. Une entente verbale qui vous permet de voler près de 50 000 $ par an sur les salaires de vos employés. » Sharma a fait glisser le grand livre sur la table. « C'est exact ?» Le visage de Gérard est devenu livide. Son avocat a chuchoté frénétiquement pour une suspension de séance. Après cette déposition, la dynamique a complètement changé. Gérard était terrifié. Il faisait face à une action collective de tout son personnel qui le mettrait en faillite et à des accusations criminelles potentielles pour vol de salaire. Le bouclier puissant d'Hubert Callaway n'était nulle part en vue. Les avocats de Callaway avaient clairement indiqué que les problèmes du restaurant étaient les siens. Sharma a vu son opportunité. Elle a approché l'avocat de Gérard avec un accord. « Votre client est dans une position impossible », a-t-elle dit froidement. « Mais nous ne sommes pas après lui. Nous sommes après l'homme qui l'y a mis. Demandez à monsieur Gérard de fournir un affidavit sous serment détaillant la conversation complète qu'il a eue avec monsieur Callaway la nuit où Miranda a été licenciée.
Les menaces, la pression, tout. En retour, nous négocierons un règlement plus gérable pour la plainte pour vol de salaire au nom des employés. C'était une bouée de sauvetage et Gérard s'en est emparé. Son affidavit était accablant. Il brossait un tableau vivant de la diatribe de Callaway, de sa menace explicite de détruire l'entreprise de Gérard et de son ordre direct de licencier Miranda pour son insolence. C'était un cas clair d'ingérence illicite. Callaway n'avait pas seulement influencé la décision, il l'avait dictée sous la contrainte. Simultanément, l'équipe de Sharma faisait des progrès sur d'autres fronts. Ils ont réussi à retrouver Bridget, la compagne de Callaway ce soir-là. Après l'humiliation publique de Miranda par Callaway, Bridget avait rompu avec lui, dégoûtée par sa cruauté. Réticente au début, puis avec une conviction croissante, elle a accepté de fournir une déclaration corroborant la version des événements de Miranda, détaillant le langage vindicatif et abusif de Callaway. Les murs se fermaient autour de la poursuite pour licenciement abusif. La stratégie de déni agressif de Cromwell s'effondrait sous le poids des preuves. Pendant ce temps, la guerre secrète, l'enquête d'Oak Creek, produisait ses propres fruits sombres. Sharma, utilisant les fonds de la clinique et une subvention pour les cas de justice environnementale, a embauché un détective privé, un détective à la retraite grisonnant nommé Frank. Son travail était de trouver le responsable de la sécurité qui avait déposé la poursuite scellée contre Callaway Innovations il y a 8 ans. Frank l'a trouvé vivant, dans un autre état sous un nom légèrement différent. L'homme nommé Robert Fletcher était hanté et craintif. L'accord de non-divulgation qu'il avait signé était en béton et il était terrifié par les représailles de Callaway. Sharma et Miranda ont pris l'avion pour le rencontrer. Dans une chambre de motel tranquille, Sharma a exposé la situation. Nous ne vous demandons pas de rompre votre accord de non-divulgation, Monsieur Fletcher, a-t-elle expliqué. Pas encore. Mais nous savons que l'entreprise se débarrassait de solvants chimiques de manière incorrecte. Nous avons des analyses d'échantillons d'eau provenant de laboratoires indépendants montrant des traces de ces mêmes produits chimiques dans la nappe aquifère d'Oak Creek. Ce dont nous avons besoin, c'est de quelqu'un pour nous indiquer la preuve spécifique. Fletcher était déchiré. Il a regardé Miranda, ses yeux remplis d'une tristesse lasse. « J'ai une fille de son âge », a-t-il dit doucement. Il leur a raconté comment il avait averti à plusieurs reprises le directeur de l'usine de Callaway des revêtements défectueux dans les bassins de déchets chimiques. Ces avertissements ont été ignorés. On lui a dit de falsifier les registres. Quand il a refusé, il a été viré et menacé jusqu'à ce qu'il signe l'accord de non-divulgation en échange d'un règlement médiocre. « Je ne peux pas témoigner », a-t-il dit, sa voix tremblante. « Ils me ruineront. Mais si j'étais un avocat à la recherche de preuves, je assignerais les registres d'entretien et d'élimination des déchets de 2010 à 2015, en particulier ceux d'un entrepreneur tiers qu'ils utilisaient appelé Tri-State Environmental. Les registres internes de Callaway ont été truqués. Les registres de l'entrepreneur ne le seront pas. C'était la dernière pièce du puzzle. Ils avaient maintenant un chemin direct vers la preuve. De retour à la clinique, Sharma a fait son mouvement le plus audacieux à ce jour. Elle a contacté un journaliste d'investigation bien connu, Ronan Hale, du New York Journal, célèbre pour ses reportages sur la criminalité d'entreprise. Elle lui a donné l'histoire en privé, lui fournissant la preuve du vol de salaire, l'affidavit de Gérard et la déclaration de Bridget. « C'est l'histoire que je vous donne maintenant », lui a dit Sharma. L'ego d'un milliardaire fait virer une serveuse, exposant un schéma d'abus et de vol de salaire dans un restaurant haut de gamme. C'est une excellente histoire humaine. Puis elle s'est penchée en avant. « Mais la vraie histoire, a-t-elle dit, sa voix basse, c'est ce que nous allons trouver ensuite. Gardez un œil sur Callaway Innovations et une petite ville appelée Oak Creek. Quand le barrage cédera, vous serez le premier à être appelé. » La pression montait maintenant sur plusieurs fronts. Le cabinet Cromwell, Dane et Associés, autrefois si confiant, s'est retrouvé sur la défensive. Leur contre-poursuite pour diffamation était morte dans l'œuf, grâce aux témoignages corroborants. L'affaire contre Gérard était solide. Une histoire embarrassante dans les nouvelles était imminente. Ils ont approché Sharma avec une offre de règlement pour Miranda, 50 000 $ et un accord de non-divulgation. Miranda et Sharma ont regardé l'offre dans le bureau de Sharma. Il y a 1 an, ce montant aurait changé la vie de Miranda. Il aurait payé 1 année entière de traitement pour Zoé.
Ils ont peur, a dit Sharma. Ils veulent que ça disparaisse avant que l'article de Hale ne sorte et avant que nous ne creusions plus profondément. Miranda a regardé le chèque, puis a pensé au visage craintif de Robert Fletcher et au sourire fatigué de Zoé. Elle a pensé aux familles d'Oak Creek qui n'avaient toujours pas de réponse. Elle a repoussé l'offre sur le bureau. Dites-leur que ce n'est pas assez, a-t-elle dit, sa voix ferme et claire. Dites-leur que cela n'a jamais été une question d'argent. Dites-leur que je veux une rencontre en face à face avec Hubert Callaway. Sharma a haussé un sourcil, un lent sourire se répandant sur son visage. Un coup intéressant. Vous voulez affronter le lion dans sa tanière. Il a commencé ça en refusant de me regarder, en me traitant comme si je n'étais rien, a dit Miranda. Cela se terminera avec lui me regardant dans les yeux pendant que son monde s'effondre autour de lui. Je veux être dans la pièce quand ça arrivera. Sharma a hoché la tête, ses yeux brillants de fierté. Alors c'est ce que nous exigerons. Une conférence de règlement finale. Toutes les parties présentes. Le piège était tendu. Il ne restait plus qu'au lion à y marcher. Les bureaux d'avocats de Cromwell, Dane et associés étaient conçus pour transmettre le pouvoir. Situés aux 2 derniers étages d'un gratte-ciel, ils offraient des vues panoramiques sur la ville, un paysage que Callaway considérait comme son royaume. La salle de conférence était vaste, dominée par une table en acajou poli qui semblait faire 1 kilomètre de long. Hubert Callaway était assis à la tête de la table, flanqué de Leonard Cromwell et d'une équipe de 3 autres avocats. Il était l'image de l'indifférence arrogante, faisant défiler son téléphone comme si la réunion était un inconvénient mineur. Cromwell l'avait assuré qu'il s'agissait d'une formalité finale, une chance de regarder droit dans les yeux la petite serveuse et sa professeure pro bono avant de signer un chèque et d'enterrer toute l'affaire. De l'autre côté de la table étaient assises Miranda, la professeure Anna Sharma et une associée junior de la clinique. Pour Callaway, elle semblait petite et insignifiante sur la toile de fond de sa puissance d'entreprise. Il n'a même pas pris la peine de lever les yeux lorsqu'elles sont entrées. Monsieur Gérard était également présent, assis à l'extrémité de la table avec son propre avocat, l'air pâle et diminué. Cromwell s'est éclairci la gorge, initiant la procédure. « Nous sommes ici », a-t-il commencé d'une voix tonitruante, « pour finaliser les termes d'un accord de séparation concernant l'emploi de mademoiselle Olsen à Aurelia. Mon client, Monsieur Callaway, qui est ici uniquement par courtoisie, a gracieusement contribué à une offre de règlement de 100 000 $ en échange d'une libération complète de toutes les réclamations et d'un accord de non-divulgation permanent et contraignant. Il avait doublé l'offre précédente, un chiffre dont il était certain qu'il mettrait fin à l'affaire. La professeure Sharma a souri faiblement. « Merci, Monsieur Cromwell. Cependant, nous ne sommes pas ici pour discuter de cette offre. Nous sommes ici pour présenter l'étendue complète de notre plainte avant de passer en jugement. » Cromwell a ricané. « Un procès? Sur quelle base? Vous avez un témoin qui a été viré pour insubordination et un restaurateur avec une comptabilité négligée? C'est une affaire futile. » « Listons les futilités, voulez-vous » a dit Sharma, sa voix calme et tranchante. Elle a posé un dossier sur la table. « Premièrement, nous avons le licenciement abusif de ma cliente, mademoiselle Olsen, directement provoqué par les menaces de votre client contre Monsieur Gérard, un fait sur lequel Monsieur Gérard a témoigné sous serment. » Elle a fait un signe de tête vers le propriétaire terrifié. Callaway a levé les yeux de son téléphone pour la première fois, une lueur d'agacement dans ses yeux. « Deuxièmement, a poursuivi Sharma, nous avons la plainte pour vol de salaire contre Aurelia, une conséquence directe de l'environnement de peur que votre client a favorisé. La responsabilité financière pour cela seul mettra le restaurant en faillite. »« C'est le problème de Gérard, pas le nôtre, » a interrompu Cromwell. « Vraiment ?» a rétorqué Sharma. « Quand la presse mettra la main sur l'histoire, et ils le feront. Le titre ne sera pas « Un restaurant vole des pourboires ». Ce sera « La diatribe d'un milliardaire expose un crime dans un établissement d'élite. L'image de marque de votre client est construite sur une image de perfection et de pouvoir. Cette histoire le fait ressembler à un tyran mesquin et violent. » La mâchoire de Callaway s'est contractée. Il a posé son téléphone. « Et enfin, a dit Sharma, il y a la question de la contre-poursuite pour diffamation que vous avez si stupidement intentée contre ma cliente. » Elle a ouvert un autre dossier. Nous avons une déclaration sous serment de mademoiselle Bridget Parker
qui confirme chaque détail des abus verbaux de votre client. Nous étions prêtes à interroger chaque client assis près de la table 7 cette nuit-là. Votre poursuite est non seulement sans fondement, mais c'est une poursuite malveillante. Les dommages et intérêts pour cela seuls dépasseront de loin votre offre de règlement. La façade confiante de Cromwell a commencé à se fissurer. Il avait sous-estimé Sharma. Il l'avait prise pour une simple idéaliste, pas un grand maître jouant aux échecs 3 coups à l'avance. Tout cela est circonstanciel, a-t-il bégayé. Callaway a finalement parlé, sa voix dégoulinant de mépris. Assez. Qu'est-ce que vous voulez? 200 000? 500 000? Donnez un prix. Tout le monde en a un. Il a dirigé cela vers Miranda, ses yeux la fixant, s'attendant à ce qu'elle s'effondre. Miranda a rencontré son regard sans ciller. Son cœur battait la chamade, mais sa voix était posée. Vous avez raison, a-t-elle dit. J'ai un prix. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez acheter. Elle a regardé la professeure Sharma, qui a fait un signe de tête subtil. Le moment était venu. Monsieur Callaway, a dit Sharma, son ton changeant, devenant grave. Nous devons discuter d'une autre question. Une usine de fabrication appartenant à Callaway Innovations, dans une petite ville appelée Oak Creek. Le nom est resté en suspens dans l'air. Pour la première fois, une émotion authentique a traversé le visage d'Hubert Callaway. Pas de la colère, pas de l'arrogance, mais un éclair de choc, pur et froid. Cromwell a regardé son client, puis est revenu à Sharma, complètement déconcerté. Qu'est-ce que cela a à voir avec quoi que ce soit? Au cours de notre enquête pour la poursuite en diffamation, a menti Sharma en douceur, nous avons commencé à examiner les pratiques commerciales plus larges de M. Callaway pour établir un schéma de comportement, et nous avons trouvé des connexions troublantes. Elle a glissé un nouveau classeur épais au centre de la table. Nous avons trouvé une ville souffrant d'un foyer de cancer statistiquement impossible qui a commencé peu de temps après l'ouverture de votre usine. Une usine située directement en amont de la nappe aquifère de la ville. Elle a continué, sa voix comme de la glace. Nous avons trouvé une poursuite scellée d'un ancien responsable de la sécurité, Robert Fletcher, que nous avons localisé et à qui nous avons parlé. Nous savons qu'il a été viré pour avoir refusé de falsifier les registres d'élimination des déchets. Et sur la base de ces informations, nous avons assigné les registres de votre entrepreneur tiers d'élimination, Tri-State Environmental. Ces registres, M. Callaway, montrent un déversement illégal de solvants cancérigènes sur une période de 5 ans. La pièce était totalement silencieuse. Le visage de Callaway était un masque d'une pâleur mortelle. Cromwell a regardé le classeur comme si c'était un serpent venimeux. Nous avons des analyses d'échantillons d'eau, a insisté Sharma. Nous avons des dossiers médicaux. Nous avons un lien de causalité directe. Nous avons une histoire qui non seulement ternira votre marque, mais qui mènera à des audiences au Congrès, à des enquêtes de l'EPA et à des poursuites d'actionnaires qui feront vaciller Callaway Innovations. Elle mènera à des accusations criminelles, homicide involontaire peut-être. Elle a fait une pause, laissant le poids du mot s'installer dans la pièce opulente. Et au centre de tout cela, a-t-elle dit, son regard se tournant vers Miranda, se trouve la jeune femme que vous avez fait virer, une femme qui a grandi à Oak Creek. Callaway a finalement tourné la tête et a vraiment regardé Miranda. Il n'a pas vu une serveuse, pas une fonction, mais l'architecte de sa ruine. Il a vu le visage d'un fantôme d'une ville qu'il avait rayé de ses comptes comme un coup de l'entreprise. « Ma sœur Zoé a la leucémie », a dit Miranda, sa voix épaisse d'émotion mais inébranlable. Elle jouait dans le ruisseau de Miller, l'eau qui coule juste devant votre usine. Vous n'avez pas seulement renversé du vin sur une nappe, monsieur Callaway. Vous avez répandu du poison dans la vie de toute ma ville. Vous avez fait ça à ma sœur. Le barrage a cédé, l'arrogance, le pouvoir, les milliards. Tout s'est évaporé, ne laissant qu'un homme piégé et vaincu. Hubert Callaway, le titan de l'industrie, s'est affaissé sur sa chaise. « Qu'est-ce que vous voulez » a-t-il murmuré, sa voix rauque. « Voici notre prix » a dit Sharma, faisant glisser une seule feuille de papier sur la table. Ce n'était pas un règlement, c'était une liste de conditions. 1. Des excuses publiques à Miranda Olsen. 2. Le paiement intégral du règlement de l'action collective pour les employés d'Aurelia. 3. L'établissement d'un fonds d'indemnisation de 500 millions de dollars pour les victimes du foyer de cancer d'Oak Creek. 4. Le financement d'un nettoyage environnemental indépendant de l'approvisionnement en eau de la ville. 5.
Un règlement personnel et non traçable pour Miranda Olsen et sa famille, pour assurer les meilleurs soins médicaux pour Zoé pour le reste de sa vie. Le montant était laissé en blanc. Callaway a fixé la liste. Ce n'était pas une négociation. C'était une reddition inconditionnelle. Il a regardé Cromwell dont le visage était sinistre. Il n'y avait pas d'issue. Sharma et Miranda l'avaient piégé. Il a pris un stylo, sa main tremblante, et a rempli un chiffre à 8 chiffres dans l'espace vide. Puis il a signé le document. La guerre était terminée. En fin de compte, il ne s'agissait pas d'argent. Pour Miranda Olsen, la victoire n'était pas le chiffre que Callaway a écrit sur ce papier. C'était la justice que ce chiffre représentait. Le fonds qu'elle a aidé à créer a fourni de vrais soins aux familles d'Oak Creek, des gens qui avaient souffert en silence pendant des années. Il a payé pour que Zoé voie les meilleurs médecins du monde, lui donnant une chance de se battre qu'elle n'aurait jamais eue. L'empire d'Hubert Callaway a été secoué jusqu'à ses fondations et il est devenu une image de l'infamie pour le mal des entreprises. Son nom est à jamais lié à la ville qu'il a empoisonnée. Miranda a terminé ses études de droit en tête de sa classe. Elle n'a pas rejoint un cabinet d'entreprise chic. Au lieu de cela, elle a utilisé son règlement pour créer une fondation, une puissante organisation juridique dédiée à la défense des gens comme elle, contre des tyrans comme Callaway. Son histoire sert de puissant rappel que personne n'est au-dessus de la loi et que personne n'est en dessous de l'attention. Une personne armée de la vérité et du courage de la dire peut en effet changer le monde. Que pensez-vous du voyage incroyable de Miranda? Avez-vous déjà ressenti de l'impuissance face à une force plus grande? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a inspiré, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime », la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires vraies de justice et de pouvoir. Merci d'avoir écouté.